Donc on a deux problèmes à résoudre maintenant d'après Rashi. On a d'une part, on ne parle pas d'une boue épaisse, et deuxièmement, même si c'était une boue épaisse, mais puisqu'elles mettent le pied dans l'eau avant, donc, donc l'eau a déjà reste sur le pied, et on ne pourra pas dire que le pied n'a pas été mouillé. Alors, si on regardait derrière, mais ce n'est pas la peine, il y a un des commentaires derrière qui s'appelle le Yavetz, fils du Chacham Tzvi, Yaakov ben Tzvi, le Yavetz, propose, lui, il ne cite que la deuxième question et donne une réponse, mais la réponse pourra être une réponse aux deux questions. Il dit que Rashi va faire une différence entre les différentes formes de titre. Et donc il dira que le titre qui se trouvait dans le Frat, c'était justement un titre qui faisait problème. Et que le titre EAV, on parle la Mishnah, et là, ça peut répondre aussi la première question. Non, lui, il veut dire que le titre AV, l'histoire du lit, c'est un titre AV, mais c'est pas un titre trop épais. Avec un titre qui est spécialement épais, alors il vire l'eau en quelque sorte, il ne reste plus d'eau du tout au moment où le lit est complètement immergé. Pour qu'il soit complètement immergé, il faut qu'il s'enfonce dans la terre. Une fois qu'il est enfoncé dans la terre, si cette boue elle est très très forte, il ne restera plus un gramme d'eau. Et si on dit que, donc ça répond à la deuxième question, ça répond encore mieux à la première. Donc ça veut dire qu'on est dans le cadre de Tita Yavan et compagnie, tout simplement. Donc Rashi pense que le titre qu'il y avait dans le Frat, allez voir ce que c'est. Rashi ne connaît pas, il n'a jamais été dans le Frat, donc il ne soit non plus. Donc on peut supposer que le titre de l'Euphrate, ça fait partie de ce type de titre qui fait problème. Voilà. La femme, quand elle rentre dans l'eau, avant de toucher la boue, elle a touché d'abord l'eau, les pieds. Alors, comme les pieds du lit ont touché d'abord l'eau avant de rentrer dans la boue, c'est la question. On peut dire la même chose pour la femme. C'était ça la question de Tosfot. C'était ça la question de Tosfot. Vous dites, là, vous reprenez la question de Tosfot. De la même façon que pour le lit, on dit qu'il y a Maïm Akadémie, ben, pour la femme, pareil. Donc, comment Rashi peut dire qu'il y avait un problème de Khatsitsa? Et comment il peut-il dire qu'on avait besoin de mettre des clés à cause de ça? Et nous avons répondu, on ne parle pas de la même boue. Ni dans le cas du lit. Le lit, ça marche parce que c'est une boue qui est relativement perméable. Et la boue de l'Euphrate au mois de Tishri, elle n'est pas comme ça, elle est imperméable, et même s'il y avait de l'eau avant, mais elle ne va pas rester, elle va être chassée par la boue, il ne restera plus d'eau. C'est sur le bord levé de la femme, est-ce qu'elle doit être trempée dans l'eau au même moment et tout le corps? Oui. Ah, c'est ça. Incontestablement, mais évidemment. Et d'ailleurs, pour les kélim, c'est pareil aujourd'hui. Filat kélim, on ne peut pas faire ça en deux temps. On fait d'abord le bas, après je fais le haut, c'est pas possible. C'est tout en même temps. Alors maintenant, donc, par rapport à expliquer Rashi, donc on a donné une réponse d'après le Yavetz, mais si on remonte dans le temps, le Ritva, qui est un Rishon d'Espagne, a aussi proposé une réponse pour Rashi. Alors il ramène que certains auteurs ont réfuté Rashi à cause de ce dîme du lit, où on dit à Maïm Ekademim que l'eau a précédé la boue et du coup elle reste sur le pied du lit. Et lui il réfute ça en disant Velav milta'i, ça ne vaut rien du tout. Pourquoi? De Hatam lekashum davar nidbak v'chatzatz. Parce qu'effectivement, dans le cas du lit, qui est un lit le pied du lit, c'est quelque chose qui est uniforme et uni, il n'y a rien qui a collé sur le pied du lit et qui pourrait faire écran entre l'eau et le pied du lit. Ma she'en ken kan, c'est pas le cas ici. Shenidbak ben ha'etzbaot. Le problème ici, c'est que la boue, elle rentre entre les doigts de pied. Et ça, c'est pas pareil. Donc la boue, elle rentre dans les doigts de pied et elle colle là-bas. Et là, il y aura des endroits où il n'y aura pas eu d'eau du tout. C'est ça la différence. On peut même comprendre, alors ce qui n'est pas très clair, on peut même comprendre, c'est qu'avant d'aller,
qu'en fait, avant de rentrer dans l'eau, bon, elle met ses chaussures, peut-être remarqué, elle peut rentrer avec ses chaussures dans l'eau encore, c'est seulement lorsqu'elle arrive en bas qu'elle les enlève. Mais même si elle les enlève, la boue va s'incruster entre les doigts de pied, et c'est là qu'il y aura un problème. Le Meiri. Alors le Meiri lui donne une autre explication. Lui il propose que la boue, en fait, elle était sur le bord du fleuve et que les pieds étaient déjà salis avant de rentrer dans l'eau. Et c'est à ça que j'avais pensé maintenant. En fait, c'est le Meiri qui dit ça. Mais c'est pas Mashmad Rashi, parce que Rashi dit qu'elle mettait ça sous leurs pieds au moment où elle se trempe. Donc c'est pas véritablement l'explication de Rashi, et en plus c'est pas très logique parce que comme je l'ai dit, elle peut mettre ses chaussures, elle peut garder les chaussures jusqu'au moment où... aujourd'hui c'est comme ça aussi, quand dans certains cas, quand on est en vacances d'été dans une ville de villégiature où il n'y a pas de mikvé, mais il y a la mer, dans certains cas, on autorise de faire le mikvé dans la mer, mais à condition, il y a un certain nombre de règles à respecter, et parmi elles, justement, l'idée c'est d'abord de rester habillé jusqu'au dernier moment, et on garde un tablier jusqu'au dernier moment pour ne pas avoir le problème des gens qui regarderaient, même si on est en pleine nuit déjà à minuit, et puis aussi de garder les chaussures jusqu'au dernier moment, pour ne pas se salir les pieds et faire écran. Donc voilà. Le sable de la mer n'est pas comme la table. Mais quand même, un grain de sable, ça peut faire écran. Donc il faut éviter ça. Et il faut se mettre dans des endroits où on ne s'enfonce pas on s'enfonce pas sur le sol. Est-ce qu'il y avait encore... Ah oui. Tout ça va dans le sens de Rashi. Pardon ? Tout ça va dans le sens Oui, de ils essayent de répondre donc on a expliqué pourquoi Rabbeinu Tam ne voulait pas de Rashi, c'est clair, et après il fallait résoudre Rashi. Donc on a expliqué que pour Rashi, donc le titre est un titre problématique, ou alors on explique qu'il y a la problématique des doigts de pied. C'est ça ce qu'on a dit. Maïm l'achlochimatit, de Kshiraglav Shokim Batit, Amakom Shiomed Naletit. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans. Peut-être que pour le Abba de Shmuel, les paravents c'était évident, c'était toute l'année. Il y avait des paravents, il n'y avait pas besoin à telle ou telle période d'en mettre particulièrement. Et donc, si on explique Rashi, pour lui c'est évident qu'il y avait des paravents, sinon il ne pouvait laisser pas l'artiste ramper, et simplement là il y avait une problématique bien particulière par rapport à la boue, et donc c'est pour ça que ça c'était seulement cette période-là qu'il aurait laissé ses clés. Ou alors il y a aussi, comme j'ai dit, il y a la solution, c'est d'aller avec un tablier jusque dans l'eau, et c'est seulement lorsqu'on arrive dans l'eau, il n'y a plus personne. À ce moment-là, on enlève son tablier, on le donne à la personne qui est à côté, parce qu'il faut de toute façon qu'il y ait une personne qui soit à côté pour vérifier que le cheveu n'est pas sorti. Et donc, on peut résoudre le problème autrement. Disons, la coutume en mikvé ne peut se faire que de nuit, de toute façon. Alpidim, on n'a pas le droit de faire en journée. Parfois, c'est le lendemain. Le lendemain, si c'est compliqué, de faire la nuit. Le lendemain, quoi ? De faire le lendemain du jour où elle devait se tremper. Mais quand même, on n'a pas le droit. A priori, on n'a pas le droit. Les femmes qui vont en journée, c'est toujours le soir. C'est toujours le soir, oui. Ça peut être tout le soir. Alors, c'est vrai que le diéved, si c'était le 7e jour, c'est pas valable. Si c'était le 8e jour, ça sera valable, mais on ne le fait pas parce que les gens vont se tromper après. Donc c'est vraiment dans les cas de chatatrak,
Bon, il y a toujours des cas de force majeure où on peut autoriser. Il y a, par exemple, dans les cas où les nuits, si on va la nuit, on risque de faire des rencontres qui mettent en jeu la sécurité. Alors, dans ces cas-là, on peut donner des terribles. Mais c'est très loin, très grande distance. Oui, des quartiers malfamés, des choses comme ça. Alors là, on va dire, il faut attendre le 8e jour. Et le 8e jour, après, dans un cas comme ça peut être autorisé. Mais quand on est en vacances en été, rien n'empêche d'aller à la mer la nuit. Il vaut mieux y aller en pleine nuit, avec une lampe de poche. Il me semble que vous avez dit que le vendredi soir, vous pouvez faire Ben Hashmashot. Pour éviter de... Pourquoi Ben Hashmashot? Pour ne pas faire transgresser Shabbat pendant le mikvé, etc. Juste avant, pour le faire quand c'est vendredi soir. Il semblait que j'avais... Parce qu'il y a un problème d'eau chaude aussi. Il y a un problème d'eau chaude. Oui, c'est possible que Ben Hashmashot, ça puisse aller. Le 7e jour Ben Hashmashot, c'est envisageable. Parce qu'à ce moment-là, elle risque plus. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que si elle risque d'avoir un saignement, alors que le 7e jour n'est pas terminé, donc ça annule tout. C'est Ben Hashmashot, le risque est plus faible. Alors, donc à ce stade, on a plus ou moins résolu Rashi et Tosfot. Maintenant, il y a un autre problème qui est soulevé contre Rashi. C'est le Ritva qui le ramène au nom du Ravad, Rabbi Avraham ben David de Posquière, qui a écrit un livre sur l'Ilchot Nida qui s'appelle Baalei HaNefesh, et sur le Shar HaTevila. Il a dit comment Rashi a-t-il pu autoriser que les filles de Shmuel, non, du père de Shmuel, les sœurs de Shmuel en fait, se trempent sur des claies ou des clayettes, alors qu'il y a une interdiction de se tenir sur quelque chose qui est Mekabel Touma au moment du mikvé. C'est quoi ce din-là? C'est une Gemara dans Nida, Daf Samur Vav Amud Bet, ce qu'on appelle Gzerat Marchatzaot. Les Chachamim ont interdit de se tenir sur un ustensile qui reçoit l'impureté, parce qu'ils ont eu peur que si on autorise ça, les gens vont dire, bon, j'ai pas besoin d'aller au mikvé, je vais dans ma baignoire. Après tout, j'étais dans un ustensile, je me tenais sur un ustensile, et on m'a validé mon mikvé, alors la baignoire aussi, c'est bon. Alors ils vont aller, c'est ce qu'on appelle Gezerat Machatzaot. C'est une Gezerah, de peur qu'on en vienne à extrapoler et à se faire la tvila, entre guillemets, dans une baignoire, ce qui est tout à fait n'a aucune valeur. Alors donc le méfait en question, il est fait pour... alors la Gzera, c'est quelque chose qui est fait soit pour se tenir, soit pour s'asseoir, soit pour se coucher, soit pour se tenir debout. Mais ça, c'est fait pour se tenir debout. Donc ça rentre dans le cadre de Semekabel Touma, Toumat Midras, et donc ça devrait rentrer dans la Gzerat Machatzaot. Comment Rashi a-t-il pu autoriser ça? Alors Rabbeinu Tamli n'avait pas envisagé cette question sous cet angle, d'après ce qu'on a vu, mais c'est vrai que c'est une objection majeure contre Rashi. C'est en plastique. Kol echad meyuchad leyeshiva asur, veze she'amru b'masechet mikvaot, she'asur l'atbil kelim al gabei safsal. Il y a écrit dans la masechet mikvaot qu'on n'a pas le droit de faire tfilat kelim en mettant les kelim sur un banc. Parce qu'on a peur que, du coup, la prochaine fois, il va se dire, moi, j'ai pas besoin d'aller au mikvé, je vais le mettre ça dans ma baignoire. Alors, c'est pour ça que... Alors, lui, il dit, donc, si on explique sur le derrière de Rashi, il faudra dire, non pas comme Rashi, qu'elle se tenait sur les clayettes au moment où elle se trempait, mais qu'elle mettait les clayettes sur le bord du fleuve. On pourrait valider l'explication de Rashi en disant que là où il y avait du tit, le tit, il n'était pas dans le fleuve, il était sur le bord du fleuve. C'est là il installait ces choses-là, juste pour traverser et pour ne pas se salir les pieds. Ça serait possible. C'est très bien, mais ce n'est pas ce que dit Rashi. Alors, c'est vrai que dans le Rashi, dans Bechorot,
que j'ai cité tout à l'heure, il disait Bimet Eshri Yeshtid Banarot Etzel Sfatam, à côté du bord. Mais c'est pas ce qu'a dit Rashi, c'est pas ce qu'a dit Rashi chez nous, et même là-bas, quand il dit à côté du bord, c'est pas au bord, c'est peut-être à côté du bord. Moi j'avais compris, on peut comprendre, elles vont pas loin, elles vont au bord, et après elles se trompent tout de suite. Or c'est justement à côté du bord qu'il y a du titre. Donc c'est pas du tout machma que Rashi est compris comme le Ravad. Et donc du coup la question est de savoir comment on va répondre Rashi. Alors qu'est-ce qu'on va dire? Omdot aleen vetovlot, omdot machat tvila. Amachatzelet lo nesta leshevalea ou leshevalea. Voilà ce qu'il faut dire. Voilà, une réponse qu'on peut proposer, c'est que parce qu'on a bien dit qu'il faut que ce soit fait pour s'asseoir dessus, pour se tenir dessus. Mais on peut répondre pour Rashi en disant que, en fait, ces nattes-là, c'est fait pour faire des paravents. Et pas du tout pour servir pour se mettre dessus. Non, c'est tout ça. Non. Pour Rashi, elles ont mis ça sous leurs pieds et se sont trempées dessus. Question du Ravad, oui, mais si c'est fait pour ça, c'est Mekabel Touma, il y a la Xéra de Machatzaot. Réponse, c'est pas fait pour ça. C'est fait comme servir de paravent. A priori, ce sont des paravents. Ils ont utilisé les paravents pour se mettre dessus. Donc du coup, on n'est plus dans la Xéra. C'est des paravents, c'est pas Mekabel Touma. C'est pas Mekabel Touma, et voilà. Voilà comment on peut s'en sortir. Elles ont détourné C'est exactement le contraire. Comme ça, on peut résoudre le problème. Alors, il y a des rachis. Soit on dit qu'en fait, le rachi n'a pas voulu dire qu'elle se mette dessus pour se tremper, mais elle se met dessus juste pour traverser. Du coup, là, on avait résolu toutes les questions. Si on dit comme ça, toute la question de Tosfot qui disait... la question du titre qui fait Khatsitsa, ça reste quand même ça. Mais quelle est la question qui est résolue? Bon, la question du Ravad, et aussi, quelle était l'autre question aussi, un instant, il semble qu'il y avait une deuxième réunion. J'ai oublié. Un instant. Gam Kushet Shamaïm Kadmim. Ah, la question de Maïm Kadmim. Ah oui, si on dit que Rashi, parce qu'il y a deux versions dans Rashi, enfin suivant les Gemarot, dans une version dans Rashi qui laisse entendre que le problème était que la boue était sur le bord du fleuve et non pas à l'intérieur du fleuve, et qu'il mettait le paravent par terre sur le bord du fleuve et pas à l'intérieur du fleuve. On résout deux questions. On résout la question du Ravad maintenant, qu'on n'a pas le droit de se tenir sur une clayette au moment où on se trempe. Réponse, elle ne se tenait pas sur une clayette, elle passait par-dessus la clayette et après, ça c'est un. Et deuxièmement, la question qui était, mais de toute façon, on n'a pas de problème parce que Amaïm Kadmir, et comme l'eau est venue en premier, après le mikvé est bon. Mais non, la question était parce que justement, le problème était que la boue, elle était sur le bord. Donc, avant de rentrer dans l'eau, elle se maculait les pieds. Et à ce moment-là, on ne peut plus dire que l'eau est venue en premier. Donc, en expliquant que le problème de Rashi, c'était non pas la boue qui se trouvait dans le fleuve, mais la boue qui se trouvait au bord du fleuve, on gagne deux questions. Donc voilà. Donc on va résumer. Dans Rashi, il y a deux directions dans Rashi, suivant les Gemarot où Rashi a fait un commentaire, ce qui veut dire très souvent que Rashi donne deux explications qui se valent l'une comme l'autre. Donc soit on dit que c'était la crainte était qu'il se macule les pieds sur le bord du fleuve et non pas à l'intérieur du fleuve, et du coup on a résolu la question du Ravad et la question de Maïm Kadmir. Et soit on dit non, elles étaient à l'intérieur du fleuve, mais c'était une boue spéciale qui faisait que même s'il y avait eu de l'eau avant, l'eau ne restait pas, compte tenu du fait que c'était incrusté dans les pieds, comme on l'a expliqué. Et puis aussi, quant à ces clés, il faut dire qu'elles n'étaient pas faites pour se tenir debout dessus, parce que sinon il y aurait une Zérat Bachatza.
Voilà comment on arrive à résoudre l'ensemble de la problématique. Alors maintenant, on arrive à la deuxième partie. On revient, donc on a expliqué les routines. Donc les mafatsé, on ne devait pas les expliquer encore, mais il s'avère qu'on les a déjà expliqués. Et on revient à la Gemara maintenant. Donc nous sommes à l'avant-dernière ligne de la page. Lo shavik lehu gani an gabe adadi. Il ne les a pas laissés, il n'a pas laissé ses filles, même quand elles étaient célibataires, dormir ensemble dans le même lit. La Gemara pose la question. Lema mesayale le ravuna. Devons-nous dire que cet enseignement, ce comportement du père de Shmuel vis-à-vis de ses filles constitue un appui à l'enseignement de Ravuna? Qu'est-ce qu'il a dit Ravuna? Dama Ravuna, Nashim amesolelot zobezu, pesulot la keuna. Donc la Gemara a l'air de dire, quand on dit l'éma, ça laisse entendre que c'est embêtant de dire ça, et d'ailleurs ça laisse entendre aussi que ça va être réfuté. Donc ça serait embêtant parce qu'apparemment on ne fait pas l'alakha comme Ravuna. Contrairement au petit Lamed qui laisse entendre que l'alakha est comme Ravuna. Tout ça, il va falloir clarifier. Alors qu'est-ce que ça veut dire mesolelot? Mesolelot zubezu. Les femmes qui se mesolelot zubezu, c'est pas un terme très connu. Regardez Rashi. Mitrakechot mishum ta'avat tashmish. Ça veut dire elles se frottent l'une contre l'autre par désir de relation sexuelle, comme une relation sexuelle. Dans Rashi sur Yevamot, d'Afayin Vav, où ce texte est aussi rapporté, l'enseignement de Ravuna est rapporté, il est encore plus explicite. Voilà comment il dit. Donc, Amesololot, Derer Tashmish Zacharun Keva, à la manière d'une relation sexuelle entre un homme et une femme, Meshafshefot Mekevatan Zuluzu. Elles frottent leur sexe l'un contre l'autre. V'chen Amesolelet Bivna Katan, et il donne une autre référence qui prouve que c'est ça. Donc voilà, que des femmes qui auraient des relations sexuelles entre elles, à la manière dont elles peuvent faire, c'est-à-dire sans qu'il y ait pénétration évidemment, mais on parle d'une relation sexuelle entre femmes, voilà, c'est ça. Nashim amesololot zubezu, pesulot la keuna, sont impropres, deviennent interdites au Kohen. C'est-à-dire qu'une femme qui aurait fait ça, selon Ravuna, ne peut plus épouser un Kohen. Pardon? Elle est toujours Betula. Elle est toujours Betula pourtant. Si elle était Betula, elle reste Betula. Donc, pourquoi, à quel titre elle serait interdite au Kohen? On ne comprend pas du tout. Donc on regarde en Rashi. Donc là on a tourné la page. Pesulot la keuna sont interdites au Kohen. Les Kohen Gadol. En fait, pas un Kohen. Pas que Ravuna n'a pas dit qu'elles seront interdites à n'importe quel Kohen idiote. Mais à l'époque où il y avait des Kohanim Godolim, ça les aurait interdites au Kohen Gadol. Pourquoi? De l'eau avait Betula Shlema. Elle ne peut plus, parce que la Torah, elle dit à propos du Kohen Gadol, dans Parashat Emor, Ve'u Isha Biftulea Yika. Il ne peut prendre qu'une femme qui est vierge. Alors là, Ravuna pense que quelque part, bien qu'elle ait encore l'hymen, mais elle a perdu un peu de sa virginité parce qu'elle a quand même eu une expérience sexuelle. Donc on ne peut plus vraiment appeler ça une Betula. Donc l'Oave Betula Shlema, elle n'est plus une Betula, elle n'est plus vierge à part entière. Dans la définition de la virginité, il y aurait ici le fait d'avoir jamais eu une expérience sexuelle. Maintenant Rashi pose une question, Wafat Gav de Kohen Gadol Beyome Loave. Oui, mais comment on peut dire ça? À l'époque de Ravuna, il n'y a plus de Kohen Gadol. Kohen Gadol, c'est à l'époque du Temple. Après la destruction du Temple, bien avant Ravuna, il n'y a plus de Kohen Gadol. Alors pourquoi Ravuna interdit? Il nous dit un din qui n'a plus d'application. Bon, alors la question n'est pas sur Ravuna. Ravuna peut nous dire la halakha qui avait lieu à l'époque du Beth Amikdash. Mais maintenant, la Gemara, qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Pourquoi est-ce que le père de Shmuel aurait interdit à ses filles de faire cela, de dormir ensemble,
de peur qu'elle soit tentée d'avoir comme ça une petite expérience sexuelle, et de ce fait d'être interdite au Kohen Gadol. Mais ça peut faire qu'elle soit interdite au Kohen Gadol, de toute façon elle n'aura pas de Kohen Gadol, elle ne risquera pas d'avoir à se marier avec le Kohen Gadol, donc en quoi c'est gênant? C'est ça la question de Rashi. Afagav de Kohen Gadol Beyomé, c'est-à-dire Beyomé de qui? De la voix de Shmuel, elle n'est pas sur Ravuna la question, elle est sur le père de Shmuel. Bien qu'à l'époque du père de Shmuel, il n'y a plus de Kohen Gadol Beyomé Lohava, il n'y en avait plus. Ho'il v'derer zelut rachivle. Oui, mais dans la mesure où on assimile ça à une forme de relation sexuelle hors mariage, c'est ça qu'on appelle zlut, rachivle lavorachara. Considérer que c'est des choses qui ne se font pas. Faire un comportement qui, à l'époque du Kohen Gadol, la rend interdite au Kohen Gadol, donc ça veut dire que quelque part c'est assimilé à une relation sexuelle, donc c'est quelque chose qui n'est pas beau, qui n'est pas digne d'une fille du père de Shmuel. Voilà ce que l'Agmara. Donc l'Agmara s'est étonnée parce que la halakha n'est visiblement pas comme Ravuna. Alors ça serait difficile, donc la halakha, on ne considère pas que ça s'appelle un acte sexuel, et par conséquent, elle reste permise au Kohen Gadol. Alors est-ce qu'on devrait dire que le père de Shmuel, lui qui interdit à ses filles de le faire, c'est qu'il, lui, il était en accord avec Ravuna. Donc la Gemara dit non, on ne va pas dire ça, ça n'est pas en rapport avec Ravuna. La raison pour laquelle le père de Shmuel a interdit à ses filles de le faire, c'est autre chose. C'est quoi? Ki echi de lo lilfan gufa nucha'a. Ki echi, ça veut dire afin que lo lilfan, yalfuta, ça veut dire apprendre, pour ne pas qu'elles apprennent Goufa Nucha'a, un corps étranger, pour ne pas qu'elle s'habitue à un corps étranger. On va voir dans Rashi, ça veut dire quoi? De l'eau l'ilfan Goufa Nucha'a, pour pas qu'elle ne s'habitue à la proximité d'un corps étranger, Veyitavu lishkav im ish, que ça leur donne, que ça crée chez elle un désir de coucher avec un homme cette fois-ci. Donc pour ne pas les entraîner en quelque sorte à la débauche, parce que ce comportement de type sexuel pourrait ensuite avoir des répercussions sur les désirs de ces filles, des désirs impurs. Donc c'est pour ça qu'il leur interdisait par précaution de le faire, mais ce n'est pas du tout lié à la halakha de dire qu'il dirait que une fille qui a fait ça sera interdite au Kohen Gadol. C'est clair? Alors on va voir Tosfot. Il y a Tosfot là-dessus. Elle pourrait devenir lesbienne. C'est pas absolument. Alors ça c'est un problème que je voulais traiter dans la suite, c'est que dans la halakha, on va dire que le fait donc pour deux femmes de coucher ensemble, donc ce que font les lesbiennes, c'est interdit minatora par le din de Kemase Eretz Mitzrayim Lotasu. Kemase Eretz Kenan ou Kemase Eretz Mitzrayim ou Kemase Eretz Kenan Lotasu dans Parashat Acharemot. Donc c'est loin d'être un issour comme pour l'homosexualité masculine, qui est qualifié de Toeva et Chayav Mita, et donc c'est un lave de la Torah qui est sanctionné par la peine de mort, qui est qualifié d'abomination et qui est interdite même au Béné Noach. Pour le cas des femmes, ça n'a rien à voir, c'est beaucoup moins grave, et c'est permis au Béné Noach, il n'y a pas de problème. Au Bnot Noach, il n'y a pas de problème. Toujours quand je fais des conférences sur ce thème, je suis toujours très heureux de dire que pour nous, pour les non-juifs, il n'y a aucun problème d'être lesbienne, c'est pas du tout interdit, c'est juste pour les juifs, et encore c'est sur qu'un issour assez. Mais à partir de là, il y a un issour assez. Donc la question qui se pose, c'est pourquoi la Gemara elle cherche midi à 14h en disant est-ce que le père de Shmuel il pense comme Ravuna? Et elle répond non, c'est pas, il pense pas comme Ravuna, il pense comme et c'est pour pas qu'elle s'habitue. Mais elle a qu'à dire plus simplement, pour ne pas qu'elle devienne lesbienne, pour ne pas qu'elle soit de seul l'autre. Pourquoi il n'a pas dit ça? Voilà la problématique qu'on peut poser sur la Gemara. D'après la halakha, d'après les poskim, qui ont dit que Nashim Mesololot, c'est un Issur d'Oraita, et qui est rapporté au Shulchan Aruch.
Alors, donc, puisque vous avez posé la question, on va la traiter tout de suite. La réponse que je propose, elle est la suivante. C'est qu'on voit dans les Mefarshim que la raison pour laquelle on considère que ça rentre dans Maaseh Mitzrayim, c'est parce que ce Maaseh Mitzrayim, il vise, il est dit, ce passouk de Komaseh Eretz Mitzrayim, Komaseh Eretz Canaan, commencé dans le verset Asher, je ne sais plus exactement comment c'est écrit dans Asher Yeshavtem Ba, Komaseh Eretz Mitzrayim, Komaseh Eretz Canaan, Komaseh Eretz Mitzrayim, Asher Yeshavtem Ba, Lo Ta'asu, comme ça dit le verset. C'est dit juste en introduction à la paracha des Harayot dans Haremot, que nous lisons à Mincha de Yom Kippour. Donc c'est seulement si ce Maaseh Eretz Mitzrayim étant mis en introduction à Harayot, il faut que ce soit qualifié d'un acte sexuel pour que ça rentre dedans. Et donc la question de la Gemara c'était, mais est-ce que ce comportement de Mesololot, est-ce que c'est assimilable à un acte de herva, à un acte sexuel, à un acte de znout? C'est justement ça. Parce que si c'est pas un acte de znout, ben ça peut plus rentrer dans Komaseh Eretz Mitzrayim, Komaseh Eretz Canaan, ça sera moutard. Alors la Gemara pensait que pour que ce soit, qui est-ce qui a dit que c'est considéré comme un acte de znout? C'est Ravuna. Donc si lui, donc pour pouvoir considérer qu'il y a crainte qu'elle devienne lesbienne, il faut d'abord dire qu'il pense comme Ravuna, parce que si on ne pense pas comme Ravuna, il n'y a plus de issour de lesbienne. La Gemara répond non, parce que étant donné que ça peut donner envie, c'est déjà assimilé à un acte sexuel. Et donc la réponse de la Gemara, c'est ça. La Gemara ne pouvait pas dire, mais on n'a pas le droit d'être Mesololot, et c'est pour ça qu'il est interdit. Mais qui dit que Mesololot c'est interdit? Il n'y a pas de... Pour quelle raison Mesololot serait interdit? Alors réponse, c'est qui écrit de l'olil femme goufra arnucha. Étant donné que ça peut donner l'envie à une femme d'avoir des relations avec un homme, c'est ça qui lui confère le statut de Harayot et qui peut rentrer dans Komaseh Eretz Canaan et Komaseh Eretz Mitzrayim. Donc c'était ça en fait, c'était ça la problématique. Si dans notre halakha, on a fini par dire que c'est interdit, à cause de Komaseh Canaan et Komaseh Mitzrayim, c'est à cause de la Gemara ici. C'était ça la problématique de la Gemara ici. Et au début, on pensait qu'il n'y a que Ravuna qui pense ça. Et là, la Gemara, elle dit non, même si on ne dit pas comme Ravuna, étant donné que ça peut donner l'envie d'avoir une relation avec un homme et une femme, ça suffit déjà pour entrer dans Komaseh Eretz Canaan et Komaseh Eretz Mitzrayim. Et donc maintenant, effectivement, à partir de là, c'était interdit, mais d'une Komaseh Eretz Mitzrayim. Donc, une fois qu'on a le Lolil Fan Gufan Uchra'a, ça devient interdit aussi, Mishum Komaseh Mitzrayim. On avait besoin d'en venir là pour justifier le issue de Komaseh Eretz Canaan ou Komaseh Eretz Mitzrayim. Donc en fait, la Gemara ne tranche pas si c'est considéré comme un acte sexuel ou pas. Enfin, en tout cas, si, quand elle dit qu'il écrit de l'olifan goufanoucha, ça veut dire que c'est comme ça que la voix de Shmuel a pensé. Et nous on valide. Donc c'est pas comme l'halakha n'est pas comme Ravuna, ce serait pas interdit au Kohen Gadol, mais c'est interdit, et du coup ça devient interdit midin solelet. C'est sur cette base qu'on va dire que la sololot est interdit. On peut faire un cas d'argument pour les garçons. Oui, pour les garçons ça se pose même pas. Ouais. Parce que là il y a un vrai issour. On a un pédiatre à la synagogue qui reçoit des couples homosexuels qui viennent lui demander est-ce qu'on peut faire dormir nos enfants ensemble pour qu'ils s'habituent à l'homosexualité. Voilà. Ça serait une réponse non. Et oui, c'est pour ça que nous l'avons remonté. Pour l'instant. Je ne suis pas dans la bonne page. Excusez-moi. J'essaye de regarder si je le trouve.
Oui, c'est donc. Ouais, ok, je n'ai rien de particulier à rajouter. Alors, on va étudier le Tosfot sur Pesulot la Keuna. Pérouche, vous l'avez dans Tosfot, Pérouche, le Keuna Gedola. Il s'agit de la Keuna Gedola, de l'Av Betula Shlemaï. Tosfot reprend l'explication de Rashi, que lorsque Ravuna dit c'est pas sous la Kohen, en fait c'est pas le Kohen, mais Kohen Gadol. On remarquera que c'est un peu forcé dans l'explication. Quand on dit Keuna c'est un Kohen normal. Rashi a dit non, mais ça peut pas être un Kohen normal, donc c'est un Kohen Gadol. Mais c'est un peu forcé dans les mots. Rashi ne nous a pas habitués à des explications qui rentrent mal dans les mots. Mais il n'avait pas le choix ici, semble-t-il. Pourquoi? Parce qu'un Kohen Gadol, tu peux prendre une femme. Béoula. Oui, il peut. Donc on ne pourrait pas dire pseudo. C'est pour ça que Rashi a dit il n'y a aucune raison de dire que c'est pas sous le Kohen. C'est pour ça qu'il a dit on est obligé de comprendre que c'est Kohen Gadol. Mais je dis, mais dans la formulation, c'est un peu forcé. Pourquoi parfois un Tosfot dit Perash à contraste et parfois il dit pas? Non, c'est ça. En général, quand il dit Perash à contraste, c'est parce qu'après il va faire un commentaire dessus. Et il ne va pas être d'accord. Comme on l'a vu là tout à l'heure, Perash à contraste, mais Rabbeinu Tam dit autrement. Quand il valide ce que Rashi a dit, il n'a pas besoin de dire que c'est Rashi, lui aussi, il vaut Rashi. Donc c'est ce qu'il dit. Oui, mais c'est toujours bien de citer sa source. Non, mais ce n'est pas sa source. Même si c'est pas parce que Rashi l'a dit qu'il le dit. Il aurait dit sans Rashi aussi. Oui, mais enfin, il utilise exactement les mêmes termes. Oui, c'est vrai. Donc c'est là qu'il fait une petite fleur à Rashi. Donc Non, il la fait pas. Il fait la fleur à Rashi en reprenant ses formulations. Il aurait pu ne pas la reprendre. Donc il sous-entend que Rashi l'a dit aussi, mais il n'a pas besoin d'insister en disant Rashi l'a dit, puisque si on dit Perash à contraste, ça veut dire nous on n'est pas tout à fait d'accord. Et là semble-t-il, Tosfot est d'accord. Vafagav de Kohen Gadol bimei Shmuel, c'est-à-dire bimei Avoua de Shmuel Ohava, Aya Machmir. Donc là, il n'a pas tout à fait repris, tout à fait la formulation de Rashi. Donc bien que c'était pas à l'époque du père de Shmuel, il n'y a déjà plus de Kohen Gadol, mais Aya Machmir. Rashi avait dit Lavorachara. C'était une manière d'être Machmir. Veyesh Mefarshim. Alors par contre, il y en a d'autres qui expliquent autrement. Mishum Zona. Upsulot af le Kohen Ediot. Alors là, c'est un autre chat. Donc on sait que parmi les femmes interdites au Kohen, Ediot, il y a écrit Isha Zona Vachalala, Veisha Gerusha Meisha, Lo Yikachu. Donc il y a la femme divorcée, il y a la femme Chalala qui est issue d'une union interdite au Kohen, et il y a la Zona. Alors Zona, c'est pas comme on croit, hein. Zona, c'est pas une prostituée, c'est pas ça du tout. Dans la définition de la halakha, de notre définition à nous, c'est Nivala, Nivala, le Asurla, Beisur Hachave Bakol. C'est ça la Zona de la Torah qui est interdite au Kohen, c'est une femme qui a eu une relation interdite et qui est interdite à toute personne. Pas une relation qui est spécifique à certains, mais qui concerne tout le clan d'Israël. Donc l'exemple le plus courant, c'est une jeune femme qui a eu une relation avec un non-juif. Toute jeune femme n'a pas le droit d'avoir une relation avec un non-juif, donc elle a eu une relation avec une personne qui lui est interdite, elle obtient le statut de Zona, elle ne peut plus épouser un Kohen. Donc lorsqu'une jeune femme se présente pour épouser un Kohen, il faut vérifier qu'elle n'a pas eu dans sa vie antérieure une relation avec un Kohen parce qu'elle est interdite par la Torah au Kohen. Et là, il y a certains qui expliquent que Ravuna pensait, donc c'est pas la halakha, mais que Ravuna disait que deux jeunes filles qui auraient eu cette relation de lesbienne entre elles, ça lui donne le statut de Zona. Et si elle devient Zona, elle est Asura, la Kohen. Ce qui rentrerait mieux dans les mots de la Gemara. Ça rentrait bien, c'est pour ça que les Yesh Mefarshim ont dit ça, c'est parce que ça rentre mieux dans les mots de la Gemara. Yesh Mefarshim, Mishum, Zona. J'ai écrit ici Alken, Mana. Et c'est pour cette raison qu'on comprendrait bien aussi que, du coup, ça résout le problème aussi qu'à l'époque de Avoua de Shmuel, on avait dit il n'y avait plus de Kohen Gadol, mais là maintenant il y a des Kohanim. Donc
il n'y a pas que le Lachon de Ravuna qui est mieux, il y a aussi l'idée que le père de Shmuel, s'il va comme Ravuna, il est obligé d'interdire à ses filles de faire ça, parce qu'il ne veut pas qu'elles deviennent interdites au Kohen. Donc tout ça on gagne. Maintenant la question est de savoir, mais sur quoi on s'appuie pour dire une chose pareille, qui paraît quand même très étonnante. Réponse, V'chen mashma beperek et harel. C'est ce qui ressort aussi du chapitre et harel dans Yevamot, Daf Ayin Vav, Amud Aleph. De Ka'amar Atam, là-bas il est dit, Let ilcheta, lo kebra, velo ke'aba. L'halakha n'est ni comme le fils, ni comme le père. Alors c'est quoi le fils et qui le père? Le père là-bas c'est Ravuna, notre Ravuna à nous, et le fils c'est Rabba, Bre de Ravuna, qui avait donné une autre halakha. Et donc, la Gemara dit là-bas, donc elle ramène les deux enseignements du père et du fils, et elle dit la halakha ne suit ni l'un ni l'autre. Veka Amar, et là-bas la Gemara elle dit, va filou le Rabbi El-Hazar, même d'après Rabbi El-Hazar, de Amar, qui dit, Panoui, Haba à la Penouya, Shelol le Shemishut, à sa Azona, que un homme célibataire, Panoui ça veut dire un homme libre, donc dans le sens de célibataire, qui aurait une relation avec une femme célibataire. Shelo le shemishut, mais une relation extra-conjugale, sans visée maritale. Asa azona, elle devient zona. Donc c'est pas notre halakha à nous, mais il y a un auteur qui s'appelle Rabbi El-Hazar, qui disait que toute personne, toute femme qui a eu une relation hors mariage avec un juif, ça la rend zona au Kohen. Et donc, la Gemara dit, la halakha n'est quand même pas comme Ravuna. Qu'est-ce que ça change que lui soit célibataire? On aurait pu dire, parce que si il est déjà marié, alors c'est plus grave, parce que quelque part il est infidèle à sa femme, des choses comme ça. On aurait pu dire. Mais là, on dit, en l'occurrence, c'est comme ça. En l'occurrence, voilà, la plus simple. Il est épanoui, elle est plouya, il n'y a rien du tout entre eux. Le seul problème, c'est qu'ils ne se marient pas ensemble. Ils feraient ça pour se marier, il n'y aurait aucun problème. Mais ça suffit déjà pour lui donner le statut de zona. Alors, même d'après Rabbi El-Hazar dira que, par contre, si c'est deux femmes ensemble, donc le choulé, je reprends la phrase, c'est Panou Yabala Plunachole Shemishut Asa Azona veut rouler. Je vous dis qu'est-ce qu'il y a dans le veut rouler, etc. Hanemile Ish. Ça, c'est seulement si c'est un homme avec une femme. Aval Isha, mais si c'est une femme avec une autre femme, Britsuta Be'alma, c'est juste un acte de débauche, mais c'est pas plus, ça va pas plus loin, ça s'appelle pas zona. Mashma, on voit bien que Ta'ama Mishum Zona. Donc là, on voit bien de ce que dit la Gemara que la problématique de Ravuna, c'était par rapport à la rendre zona le Kohen, puisqu'on dit, on aurait pu croire que même Rabbi El-Hazar, il penserait comme Rabbi El-Hazar, il irait sur la même ligne que Rabbi El-Hazar, à savoir que Rabbi El-Hazar, il dit Panoui avec Plouya, elle est zona. Donc, et lui, il dirait, deux femmes, elle est aussi zona. Bon, de la même façon, donc on voit bien qu'on compare le dit de Rabbi El-Hazar au dit de Ravuna. De la même façon que le din de Rabbi El-Hazar, c'est par rapport au Kohen Idiot, c'est bien mashma que le din de Ravuna, c'était aussi par rapport au Kohen Idiot. Et donc, on voit bien que Ravuna... Donc voilà, c'est ça que pensait... Donc Tosfot propose de dire que c'est ça que pensait Ravuna, de dire que deux femmes ensemble, elle est zona, la Kohen. De la même façon que Rabbi El-Hazar pense qu'une relation entre un homme et une femme hors mariage, ça lui donne le statut de zona. Ravuna, il va un peu plus loin et il dit que deux femmes entre elles, aussi hors mariage, bien sûr, ça lui donne aussi le statut de zona. Donc on a un nouveau pshat, donc on a le pshat de Rashi qui dit que il n'est pas question qu'elle soit zona. Le Kohen Idiot, elle aurait été Asura par rapport au Kohen Gadol parce qu'elle est plus vraiment Betula Shlema. Et on a des Yesh Mefarshim qui ont l'air très bien là et qui ont l'air de dire mais non, c'est beaucoup plus simple. Ravuna et la Gemara pensait qu'Avoua de Shmuel aussi pensait que deux femmes entre elles, ça leur donne le statut, ça leur donne à toutes les deux un statut de zona et elles sont toutes les deux à se la Kohen.
Alors maintenant, la question qui va se poser, c'est pourquoi, ça a l'air tellement bien ce pshat, pourquoi est-ce que Rashi n'en a pas voulu? On a assimilé la relation entre un homme et une femme à la relation entre deux femmes. Tout simplement. Alors que vous avez expliqué que c'est pas pareil. Mais moi, je vous ai expliqué la halakha. Et d'ailleurs, on ne fait pas halakha comme Rabbi Elazar non plus. Mais expliquer Ravuna, de toute façon, on a dit que la halakha n'est pas comme lui. Donc, dans la mesure où la halakha n'est pas comme lui, pourquoi ne pas dire qu'il a voulu dire ça? Alors, la réponse, pourquoi est-ce que Rashi n'en a pas voulu? Au début, on aurait pu dire un certain nombre de choses, mais pour aller directement à la réponse, elle est donnée par le Ritva. Le Ritva dit comme ça: le Fichar Pershu Betosfot, de Psula le Kohen Ediot Kamar, Mishum Zona. Il ramène que Tosfot a même l'air de dire: moi je trouve que dans Tosfot, il ne valide pas vraiment les Yesh Mefarshim. Il a plutôt validé celle de Rashi et il a signalé les Yesh Mefarshim. Le Ritva propose de dire que les Tosfot, ils ont proposé les Yesh Mefarshim. Et il dit: V'kasheli tuva. Mais pour moi, cette explication-là, elle est hyper difficile. Pourquoi? De ha amrinan be'edia. Excusez-moi. De ha amrinan be'hahi de Rava. Parce que dans Yevamot, à propos d'un enseignement de Rava, on dit clairement, excusez-moi, il n'y a pas écrit clairement, encore une fois, de ha amrinan be'hahi de Rava, de hahi de Rabbi Lazar, chamir tfei, meha de Ravuna. Ve'atam ashkechan, de Ravuna, letle de Rabbi Elazar. Ici, on a déjà dit que même Rabbi Elazar, il ne dirait pas comme Ravuna. Et donc, nous, on a voulu dire, donc Ravuna, il va encore plus loin que Rabbi Elazar. Oui, mais le problème, c'est qu'il y a écrit dans la Gemara, dans Yevamot, Samor Hamoud Aleph, que Ravuna, il n'était pas d'accord avec Rabbi Elazar. Alors, comment imaginer? Donc, c'est vrai que si on va comme Rabbi Elazar, lui, il dit que Panouille avec une Pnouya, ça donne déjà un din de Zona. On a voulu dire que Ravuna, il irait encore plus loin, encore un degré un peu plus loin, en disant, et même deux femmes entre elles. Mais c'est pas possible, parce que Ravuna, dans Yevamot Samor Aleph, il dit que la halakha n'est pas comme Rabbi Elazar. C'est-à-dire que pour lui, un homme avec une femme, elle n'est pas zona. Et comment voulez-vous qu'ils disent maintenant, mais deux femmes entre elles, zona, le Kohen Ediot, ça n'a aucun sens. C'est ça le pélé. Et le même ne peut pas s'appliquer. Pardon? Et le et même ne s'applique pas. Oui, puisque le produit ne s'applique pas, le et même encore moins. Voilà, c'est ça, le et même ne peut pas s'appliquer. Le et même de femme ne peut pas s'appliquer, puisque déjà la première proposition ne s'applique pas. Voilà. Alors quand l'Agmara, elle a comparé à Rabbi Elazar en disant même si on va comme Rabbi Elazar, on ne ferait pas, même si nous faisions halakha comme Rabbi Elazar, on ne ferait pas comme Ravuna, mais Ravuna, lui, il ne fait pas non plus halakha comme Rabbi Elazar. Donc c'est pas possible que lui, il ait parlé de Kohen Ediot. Donc on est obligé de dire qu'il parlait de la parole de Kohen Gadol. Donc donc voilà, c'est sûr que c'est ça qui a contraint Rashi à dire que le pshat n'est pas comme le mot Keuna n'est pas clair, mais on n'a pas le choix parce que c'est impossible de dire, alors que c'est impossible de dire qu'un homme avec une femme elle n'est pas interdite au Kohen et deux femmes entre elles sont interdites au Kohen, ça n'a aucun sens. Voilà, donc là c'est un problème sur les Yesh Mefarshim. C'est la question que le Ritva soulève. Une fois, alors que
il ou pas ça, gravastam, de l'etil Ravuna. Si Rava avait dit simplement la lacha n'est pas comme Ravuna, j'aurais dit la lacha n'est pas comme Ravuna, aliba de Rabanan, il plié à l'aide de Rabbi Lazar. Mais aliba de Rabbi Lazar, sous la philocone idiote, le Shumzona, le Fikahamar de l'État, le Dravuna Klal, a filou le mandamar de Hitler de Rabbi Lazar. Donc là, la Gemara, elle a tenu à dire que même si on pense comme Rabbi Lazar, on ne pensera pas comme Ravuna, mais c'est pas dire que Ravuna lui-même il pense ça. Lui, Ravuna, comme on a expliqué, il n'est pas d'accord avec Rabbi Lazar. Alors maintenant la question se repose à l'envers. Donc en résumé, pourquoi Rashi n'a pas voulu dire comme les Shfarshim? C'est évident, puisque Ravuna lui-même dit que la halakha n'est pas comme Rabbi Lazar. Comment on pourrait dire que lui, dans deux femmes, qui est moins grave, ça serait interdit au Kohen Idiot? C'est pas possible, donc on parle de Kohen Gadol. Maintenant la question revient sur les Yesh Mefarshim. Qu'est-ce qu'on va dire pour expliquer les Yesh Mefarshim qui disent la halakha n'est pas comme Rabbi Lazar, et donc un homme avec une femme n'est pas interdit, la femme n'est pas interdite au Kohen Idiot, mais deux femmes entre elles, les deux femmes sont interdites au Kohen Idiot. Qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'il y a des coups de ça? Voilà. Qu'est-ce que j'ai écrit ici? Que Tosfot, pour Tosfot, on va dire que Ravuna pense que c'est plus grave deux femmes entre elles qu'un homme avec une femme. Pourquoi? C'est plus amasser znout. Pourquoi? Qui va de l'oshayach, de shumofan kidushin bener. L'idée que j'ai proposée, c'était de dire que c'est plus grave, donc deux femmes entre elles qu'un homme et une femme. C'est plus qualifié de znout, parce que nous, le problème c'est zona. On avait compris que le mot znout ici s'oppose au mariage. On a traduit znout, c'est hors mariage. Il y a moyen de dire que dans deux femmes, c'est plus hors mariage qu'un homme avec une femme. C'est plus éloigné du mariage, parce qu'un homme avec une femme pourrait décider de se marier entre eux. Donc il y a eu une relation hors mariage, mais qui avait une potentialité de maritale. Donc ça lui enlève le statut de zona. Parce qu'ils pourraient se marier entre eux, ils appartiennent à un même univers où ils pourraient se marier entre eux. Mais deux femmes entre elles, ils ne peuvent jamais se marier. Le mariage est impossible. Donc du coup, c'est encore plus éloigné du mariage, et donc ça porte plus le nom de znout. Voilà peut-être comment on pourrait justifier la position des Yesh Mefarshim. C'est un peu acrobatique. Ça s'entend un petit peu. Voilà. Aujourd'hui, c'est ce qui arrive. Il y a plein de relations avant le mariage qui finissent par se marier. Oui, et après le divorce aussi. On a souvent remarqué que des personnes qui ont vécu entre elles pendant des années se marient, divorcent tout de suite après. C'est pas systématique, mais ça arrive souvent, ça arrive très fréquemment. Ils ont été ensemble pendant des années, et une fois qu'ils sont mariés, ça ne marche plus. Je n'ai pas l'explication, je l'ai constaté sur le terrain. Voilà, je crois qu'on a bien clarifié l'histoire. Donc on va pouvoir mettre la pause pour cette semaine ici, puisque après on va reparler du mikvé, ça va être encore une nouvelle histoire. Chodesh Tov également.